Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 26 janvier 2019, diffusée dimanche 3 février de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. À tous les auditeurs présents et à venir, salut. Au micro, Philippe Delorme. Bienvenue à tous pour ce deuxième libre journal de 2019. Je vous rappelle que cette émission est préenregistrée. Vous pouvez cependant m'écrire ici à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e, ou par courriel via mon site personnel philippedelorme.com. Nous venons d'entendre l'hymne national albanais, qui peut se traduire par l'hymne au drapeau, Hymni i Flamurit, j'ai toujours beaucoup de mal, vous allez savoir, avec l'albanais. Le texte a été publié en 1912, donc un peu plus d'un siècle, dans le quotidien albanais de Sofia, qui s'appelait La liberté de l'Albanie. Donc c'est un texte bien sûr nationaliste, d'exaltation patriotique de l'Albanie qui à ce moment-là venait juste d'obtenir son indépendance. Les paroles sont du poète Alexander Stavredrenova, qu'on appelle aussi Asdren, et la musique c'est un peu compliqué parce qu'elle vient d'un chant patriotique roumain d'abord, d'un certain Ciprian Golembiovski, qui a été ensuite réutilisé pour cet hymne albanais. Alors ça se traduit par rassembler autour du drapeau avec un désir et un but, tous à lui faire serment de lier notre foi jurée en vue de notre libération. Donc c'est des paroles qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance albanaise, pour introduire le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, puisque c'est bien sûr l'Albanie, les Albanais, depuis le règne de Zog Ier, dans l'entre-deux-guerres, jusqu'à aujourd'hui. Un peuple farouche et libre qui, je dirais, s'incarne bien dans cette musique. Alors j'ai l'immense honneur, je dirais, et le privilège de recevoir pour évoquer cette histoire mouvementée un témoin de tout premier plan, que je connais depuis, pas la dernière guerre, mais presque, en tout cas depuis avant la libération de l'Albanie, puisqu'il s'agit de Skander Zogu, neveu du roi Zog Ier, qui est né le 3 juin 1933, alors à Davos, par hasard j'imagine, en Suisse, mais enfin qui a passé toutes ses premières années en Albanie, sous le règne de son oncle, le roi Zog, et il a publié assez récemment ses mémoires en français, ses mémoires d'exil, une vie au service de la nation albanaise, et ça va être l'occasion
vraiment en exclusivité, hein, on peut dire, de parler de cette vie, de la vie que pouvait être encore l'Albanie avant la guerre, et puis ensuite toute cette période de l'exil au cours des années, puis ensuite le retour en Albanie un peu inespéré dans les années 90-2000. Mon second invité est Suleyman Giana. Ça se prononce comme ça? Oui, plus ou moins. Giana, j'ai toujours un peu de mal, comme je vous ai dit. Qui est né à Bruxelles, donc lui, en 1970. Il est de la deuxième ou même de la troisième génération, je dirais, de l'exil, de la diaspora albanaise, donc qui est installée à l'étranger après l'occupation italienne, ensuite l'occupation allemande, ensuite, je dirais, l'occupation soviétique d'une certaine manière, en tout cas la dictature communiste qui a duré jusqu'au début des années 90. Alors, Suleyman est l'ancien président du Parti de l'égalité, qui était le parti royaliste, je dirais, traditionnel de l'Albanie, qui a repris du service sur place depuis les années 90 et qui existe toujours et qui donc... vous pourrez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui de l'Albanie actuelle. Donc on va parler de l'Albanie d'autrefois, et puis de l'Albanie actuelle, et peut-être de l'avenir de l'Albanie. Est-ce qu'il y a un avenir royal en Albanie? Alors, d'abord, peut-être, Suleyman, vous pouvez nous expliquer. Je vais dire Suleyman, ça sera plus simple, parce que le prénom, le nom de famille est plus difficile. Nous parler un petit peu de l'histoire de l'Albanie rapidement. C'est un des plus discrets pays des Balkans, hein, le dernier à avoir eu son indépendance en 1912 sur la Turquie, le dernier libéré de l'emprise ottomane. Historiquement, c'est le pays des aigles. Alors, en quelques mots, dites-nous quelles sont les grandes étapes de cette histoire jusqu'à son indépendance en 1912. Là, vous avez déjà évoqué pas mal là, avec l'introduction que vous avez faite de l'Albanie, avec l'hymne national, l'hymne de drapeau, évidemment, qui est un éloge de la liberté, peut-être même de la démocratie. C'est vrai que c'est au départ un peuple qui a toujours été lié et qui a été attiré par cette aspiration de liberté et de démocratie. C'est-à-dire c'est un peuple de montagnards qui avait l'habitude de se débrouiller tout seul. Vous savez, parce que l'histoire nous l'a prouvé, l'Albanie a été tout de même convoitée par ses voisins. Les Albanais ont dû vivre pendant de longues périodes de leur histoire sous le joug ottoman, mais avant les Ottomans, il y avait les Slaves, avant il y avait d'autres. Tout le monde a voulu se partager les territoires albanais. Et donc, évidemment, les Albanais se sont un petit peu regroupés dans les montagnes. C'est pour ça qu'on parle du pays des aigles, parce que les aigles volent haut dans les montagnes. Il y a le Monténégro à côté qui est un peu parallèle comme histoire, même s'ils sont des Slaves. Enfin, il y a l'idée d'un réduit un peu. Cela étant dit, le Monténégro a eu une autre trajectoire, parce que lors de l'indépendance du Monténégro, par exemple, vous savez que le territoire monténégrin était reconnu, les frontières du territoire monténégrin lui attribuaient à peu près 3000 km², alors qu'aujourd'hui, le Monténégro fait en gros 13 000 km². Mais ça, on en reparlera, parce qu'on sait que l'Albanie a envie de... qui a grandi tout au long de l'histoire, alors que l'Albanie est un peuple et un pays qui s'est réduit tout au long de son histoire, donc il a beaucoup souffert. Je voudrais juste faire rappeler qu'en 1913, à la conférence de Londres, les territoires albanais ont été amputés. C'est-à-dire la vraie Albanie a été amputée de presque de deux tiers de son territoire. Donc, l'Albanie dont nous parlons ne représente qu'un tiers des territoires albanais. Donc ça... On en reparlera tout à l'heure. On va rester dans l'histoire pour le moment, justement, puisque vous avez pris la parole. Donc, parlons un petit peu de votre famille, parce que donc le roi Zog, qui devient donc roi en 1928, a une histoire avant, et c'est l'histoire d'une famille déjà qui est la vôtre, la famille Zogoli, qui veut dire qui a un nom, ça a rapport avec les oiseaux, je crois, ou quelque chose comme ça, non? Qu'est-ce que ça signifie? Le nom Zog, ça veut dire oiseau. Oiseau, oui. Mais bon,
Évidemment, c'est un surnom, en fait. le nom Zogu, c'est l'oiseau, et l'apostrophe oiseau. Mais je pense que on peut dire que c'était un clan, genre de clan, qui gouvernait de père en fils, si vous voulez, la région de Mati, donc du centre. Et l'origine... C'est Burel, la ville, c'est Burel. C'est Burel. Oui. Et la famille habitait à Bourgaillette, qui est juste à côté. Un château à 10 km à peu près. Oui. Il existe toujours, d'ailleurs Oui, mais en ruine. En ruine. Oui. D'ailleurs, le père du roi Zog, c'est mon grand-père, est enterré là-bas. Il a sa tombe, ça a été rénové. Donc, il y a quand même des signes des origines, si vous voulez. Donc il faut rappeler que, entre-temps, parce qu'on n'a pas fini l'histoire, mais l'Empire ottoman donc, a conquis, a vassalisé en tout cas l'Albanie à partir du XVe siècle, et donc pendant 4 siècles, l'Albanie va être sous domination ottomane, et il y a un certain nombre de familles locales, donc comme les Oghuz, qui vont devenir gouverneurs, qui vont avoir des charges officielles dans l'Empire. Donc on parlait de Zog Pacha, ils avaient un titre. Pacha, c'était général. Ça voulait dire, c'était un titre de... Les titres, il y avait 2 titres, des beys et des pachas. Je crois que ces titres ont été supprimés à la formation de la République par le roi Zog, par Ahmed Zogu à l'époque. Donc le mérite de cette famille, c'était surtout d'œuvrer pour créer un État. Parce que l'Albanie n'a jamais connu un État. Et le roi Zog, là, a joué un rôle très important. Donc, votre grand-père, le père du roi Zog, lui-même était donc gouverneur militaire. Donc le roi Zog, après ses études, il avait fait ses études à Istanbul. Il est devenu aussi dignitaire. Et donc, au moment des guerres d'indépendance, il a pris la tête, en quelque sorte, du combat pour l'indépendance. D'ailleurs, il était très jeune à l'époque. Il avait à peine 18 ans. Quand il a pris en main la région, il a dû faire face à des envahisseurs serbes. Il a eu... Oui, parce que c'est les guerres balkaniques, donc il y avait les Bulgares d'un côté, et dans le Serbes, sud, il y avait Grecs, les Italiens. On a eu affaire, les Autrichiens étaient au nord. Et donc, le mérite de cet homme, c'était... À son âge, à 17, 18 ans, prendre en main une telle responsabilité, c'est rare. Et après... Alors, votre père était son frère aîné, son demi-frère aîné, parce que votre grand-père s'est marié plusieurs fois. Il y a eu... mon père était beaucoup plus âgé que lui, et mon père a été élevé par la mère du roi Zog, par Sadiye Toptani. Donc, il a fait ses études de droit à Istanbul. C'était l'université de Darüşşafaka. Il était du temps d'Esad Pacha, parce que après, du temps du prince Vide, quand le prince Vide était... Oui, on va y arriver. Il était procureur général à l'époque. Il avait des liens avec Esad Pacha, qui n'était pas... C'était un adversaire aussi du roi Zog, après. Donc mon père n'a pas joué un rôle politique très important en Albanie. Il a été député 2 fois. Il représentait d'ailleurs le Kosovo au Parlement. Et puis, à la proclamation de la monarchie, il s'est retiré. Mais donc, le roi Zog, qui s'appelait Ahmed Zogu au départ, ou Zogoli même, puisque le nom était turquisé, avait aussi comme mère donc une femme qui était aussi d'un clan important, Toptani. La famille Toptani, qui était très, très en... Évidemment, elle a favorisé Ahmed Zogu, mon oncle, qui, il faut dire la vérité, il méritait d'être poussé parce que, c'est la nature des choses. Il avait beaucoup de génie. Je dirais que c'est un peu comme la famille Bonaparte, c'est pas l'aîné qui nécessairement... Il avait beaucoup de génie. Un personnage, il savait choisir ses hommes, il comprenait très bien la mentalité albanaise.
parce que c'était difficile. Il y avait deux dialectes, il a réuni les religions, il y avait une solidarité religieuse. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a à peu près, je sais pas, 60% de musulmans, non? Un peu plus, c'était à l'époque, c'était 70. Voilà. 20% de catholiques et 10%, je crois, d'orthodoxes. 20% d'orthodoxes et 10% de... Oui, maintenant. Donc je vais... Oui, un petit peu vous rapprocher du micro, parce que les micros ne sont pas... Ah bon. Voilà. Ah, il y a un problème. C'est bon, voilà. Effectivement, donc si je peux... Voilà. Oui, ajouter. Oui, aujourd'hui en Albanie, alors Suleiman... Dans ce cadre-là, dans l'histoire et le roi Zog, effectivement, donc c'était un personnage central dans les luttes d'indépendance et pour la constitution d'un État. Après presque 5 siècles de domination ottomane, évidemment, c'était pas facile. D'abord d'arriver à l'indépendance, notamment dans le contexte où les Grecs, les Serbes se disputaient le territoire albanais. C'était pas facile de se faire accepter par les grandes puissances de l'époque, notamment à l'aube des guerres balkaniques et de la Première Guerre mondiale, et surtout juste après la Première Guerre mondiale, lors du traité de paix, etc., les conférences. Donc en 1913, on a une première indépendance qui est... 1912 première même déclaration plutôt, d'indépendance qui est reconnue par la conférence des ambassadeurs à Londres quelques mois plus tard. Donc on reconnaît l'indépendance de l'Albanie, mais immédiatement après éclatent les guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale. Et on nomme alors un prince étranger, un Allemand, Guillaume de Wied, qu'on appelle Vidi qui débarque en Albanie et qui comprend rien, parce que comprend rien. Il y a quelques luttes internes aussi, parce que évidemment il y avait des ambitions des uns et des autres, notamment de Toptani, etc. Mais Zog, son plus grand mérite, c'était pas d'avoir une ambition personnelle, parce que je crois qu'il a prouvé tout au long de sa vie que ce n'était pas du tout une motivation personnelle, c'était surtout une motivation pour offrir quelque chose à son État et à son peuple, à la création d'un État. Il faut savoir que dans sa famille, évidemment, comme vous l'avez mentionné, il descendait d'une grande famille de la noblesse ancienne albanaise. Il avait évidemment bénéficié de tous les avantages et privilèges aussi de l'administration ottomane, puisque, comme vous l'avez mentionné, tous ses ancêtres étaient des pachas. Sous il a fait ses études ottomane, il était à Galatasaray, etc. Donc, c'était pas rien pour l'époque. Mais son ambition, c'était aussi d'offrir quelque chose à son peuple, qui était un des peuples, disons-le, peut-être ouvertement, qui était un des peuples les plus archaïques d'Europe à l'époque. Oui, qui avait été conservé dans des traditions et dans un sous-développement par les Turcs. Absolument. Donc on a donc ce Ahmed Zogou, donc revenons à votre cousin, à votre oncle plus exactement, qui donc après la guerre de 1914-18 va prendre les choses en main. Il est d'abord... Ah oui, pendant la guerre, déjà, c'est intéressant parce qu'il est dans l'armée autrichienne, mais en même temps, il va être arrêté. Comment se fait-il? C'est un peu compliqué, évidemment, parce que les Autrichiens étaient alliés avec les Turcs, alors du coup, ça rend les choses compliquées. Il a été invité aux funérailles du l'archiduc François Ferdinand. François Ferdinand ça, c'était le prétexte. Et parce que le roi Zog voulait aussi se débarrasser des Autrichiens qui étaient là. Donc, tout le monde voulait un petit morceau, quoi. Donc, il est parti à Vienne, et là, il s'est attaché à la culture occidentale. C'est là qu'il a vu un monde nouveau. Parce que Istanbul, d'accord, c'était bien, mais à Vienne, c'était beaucoup mieux. Et les Autrichiens l'ont mis dans l'armée comme colonel, mais il s'occupait toujours des affaires albanaises là-bas. Oui, ils ont essayé de le récupérer, enfin, de calmer, enfin. C'était le prétexte, donc il est resté, je crois, 3 ans à Vienne. À un moment, il était d'ailleurs interné. Oui, vers la fin de la guerre, il a été prisonnier. Donc,
Ça lui a fait du bien, parce qu'il a appris l'allemand très vite. Il parlait déjà le turc, il comprenait le français aussi. Donc, il écrivait très bien. Il écrivait très bien. Évidemment, il écrivait l'ancien turc. Oui, avec l'alphabet arabe. Donc, son passage à Vienne lui a inculqué, je dirais, le système européen. Ils ont voulu le tuer, ses adversaires. Ils ont fait des attentats contre lui. Il s'en est tiré. Oui, parce que c'est l'histoire albanaise, c'est une histoire où il y a souvent des coups de feu. Il y a eu beaucoup de... Voilà, c'est vraiment tiré, calme. Ça a toujours été un règlement de compte. Il y a eu pas mal de règlements de compte. Donc en 1920, il revient en Albanie, enfin déjà en 1919, et puis il y a une rébellion justement de son oncle Esad Pacha Toptani, donc qui est le frère de sa mère, en fait. Et là, du coup, le cousin de sa mère, un cousin, enfin c'est de la même du même clan, voilà. Et donc là, à ce moment-là, là, ça devient un adversaire. Enfin, il s'impose par rapport à lui. Mais Esad Pacha ne peut rien. Le roi Zog, Ahmed Zog à l'époque, en 1920, est nommé ministre de l'Intérieur au premier gouvernement de Suleiman Delvina. Donc, il a le pouvoir, le roi Zog. Et Esad Pacha est dans le déclin. Parce que Esad Pacha a voulu, par le biais du prince Vid, devenir chef d'État d'Albanie. Et je crois Esad Pacha a été forcé de venir à Paris, de signer l'armistice. Au traité de Versailles, enfin, de Versailles, oui. Trianon. C'est une figure très controversée. Ça. Donc, il a été assassiné. Il n'a pas beaucoup gêné le roi Zog. Pas du tout. Donc ensuite, alors on va aller assez rapidement sur les étapes. Donc il est ministre de l'Intérieur, ensuite commandant de l'armée d'ailleurs aussi, Premier ministre à partir de 1922. Et puis il y a un attentat à nouveau, alors beaucoup d'attentats en 1924 où là on essaye de se débarrasser de lui. Au Parlement. Il y a un évêque orthodoxe, Fanoli, qui prend le pouvoir et à ce moment-là il est obligé de partir en exil, mais il revient donc aidé par les Yougoslaves à ce moment-là. Sur ce moment. C'est pas les Yougoslaves. Pas tout à fait. Enfin par le roi Alexandre ou pas, non? Il n'a pas été aidé par les Yougoslaves, pas du tout. Bon. Il a été aidé par les Anglo-saxons, disons, par les Anglo-américains de l'extérieur qui avaient des concessions du pétrole. C'était une compagnie de pétrole. Et eux voyaient que le roi Zog était le seul qui pouvait unir le pays. Parce que l'archevêque Fanoli, qui a pris le pouvoir, il a dissous le Parlement, d'ailleurs, illégalement. Ça a été un coup d'État. Il n'a pas fait de nouvelles élections. Il n'a pas obtenu l'appui des Nations Unies. À l'époque, ça s'appelait la Société des Nations à Genève. Donc, il n'a pas été aidé. Il avait des gens à lui, du Kosovo. Bon, il a utilisé certains Russes blancs. Si vous par rapport à cet épisode qui est très intéressant dans l'histoire de l'Albanie parce que ça permet finalement de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à la construction de l'État et à l'avènement du roi Zog qui monte sur le trône en 1928, alors que, comme vous l'avez mentionné, il était d'abord ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, il devient président en 25, mais juste avant de devenir président, fait l'objet d'un attentat au Parlement, se retire de la vie politique, et donc c'est son successeur, Premier ministre, qui n'arrive pas à trouver un consensus avec l'opposition, qui, elle, organise un coup d'État, et donc l'évêque Fanoli arrive au pouvoir, comme l'a très bien mentionné Skander. Fanoli impose une quasi-dictature, quoique en fait elle était un peu déguisée en disant c'est une démocratie à l'européenne, mais c'était totalement faux. Quand il n'y a pas de parlement, que l'on ne reconnaît pas la volonté du peuple, même pour le contexte de l'époque, c'était inacceptable. Et la Société des Nations, après un discours de Fanoli d'ailleurs, qu'il a tenu en 1924, en octobre 24, lorsqu'il se présente à la Société des Nations pour demander une aide financière, alors qu'il lui a refusé d'ailleurs, et il tient un discours flamboyant où il
critique toutes les démocraties de l'époque occidentale en disant qu'est-ce que c'est le Parlement, vous m'imposez le Parlement, mais c'est le Parlement, vous savez ce que c'est, bien moi je vais vous le dire, parce que c'est un très bon orateur et un grand auteur d'ailleurs dans l'histoire de l'Albanie, il est plus brillant comme auteur que comme homme politique. Et il a dit, mais vous savez, le Parlement c'est une chambre remplie de gaz asphyxiant, etc. Bon. Oui, puis c'était donc, dans le contexte d'un pays encore clanique donc, et encore féodal. On en arrive, et donc Fanoli se tourne vers les soviétiques de l'époque, vers Lénine, vers voilà. Et donc il y avait, vous savez, il y avait un risque pour l'Europe de voir le communisme mettre un pied dans les Balkans, s'exporter au-delà des frontières de ce qu'était la Russie, l'Union soviétique. Mais, donc, il y avait ce risque-là. Et comme l'a très bien mentionné Skander, l'Anglo-Persian Oil Company, qui venait d'obtenir une concession pour l'exploitation des ressources pétrolifères en Albanie, finance le roi Zog, qui lui se trouvait à cette époque-là en exil entre Belgrade et Vienne, donc pendant les 6 mois du... Oui, ça a été rapide, puisqu'il revient en décembre 24. Il le finance pour organiser le renversement de ce régime, qui est un régime qui ne reconnaît pas la démocratie, qui ne reconnaît pas le Parlement, et en plus, qui risque de nous planté en plein milieu des Balkans un régime russe, disons, communiste. Donc, c'était inacceptable pour l'époque. Et effectivement, le roi Zog s'en tire très bien. Donc, il proclame la République, puisque, en fait, on était encore dans une royauté sans roi, puisque Guillaume de Wied était toujours en principe... Enfin bon, il avait été détrôné, mais on restait dans une espèce de régence. Enfin, donc la République est proclamée en janvier 1925. Et bien sûr, Zog devient président de la République. Et là, il commence la modernisation. Peut-être que, en tant que représentant du Parti de la Légalité, qui était le parti qu'il a créé à ce moment-là, finalement. C'était un mouvement. Le retour de Zog en Albanie. Légitimité. Voilà, le retour de Zog en Albanie en 1924. Donc là, il va y avoir toute une politique de modernisation avec l'introduction d'un code civil inspiré d'ailleurs du code napoléonien. Pour la première fois, c'était une révolution en Albanie, le code civil, le code pénal, le code du commerce, etc. Tout ça, c'était des révolutions pour un pays qui sortait disons, de 5 siècles de domination ottomane, qui ne connaissait rien ou quasi rien à la démocratie et aux valeurs que l'on commençait avec lesquelles on commençait à flirter en Europe aussi d'ailleurs, mais qui avaient été désormais accepté partout en Europe. Avec la laïcité, le suffrage universel. Donc c'était absolument... On peut le comparer peut-être à Atatürk un peu Tout à fait, tout à fait. En Turquie au même moment. D'ailleurs, le roi Zog, il s'est inspiré des réformes de Mustafa Kemal Atatürk. Et il l'avait peut-être rencontré d'ailleurs en Turquie, non? Non, lui il n'a pas rencontré, ils avaient des relations diplomatiques entre les deux États, et ils échangeaient leurs idées, parce qu'il y a eu des livres derrière. Donc il s'est inspiré, il a créé, surtout il a donné des bourses à différentes catégories de gens. Bourses aux étudiants, bourses pour aller à l'étranger étudier, bourses à des enseignants, bourses pour ceux qui dans le domaine de construction. Il devait fonder une société civile normale, avec des fonctionnaires, des gens qui apprennent à gérer. Alors il se heurte quand même un petit peu à la féodalité, parce qu'il y a au niveau... Il faut qu'il crée vraiment une société moderne, je dirais. C'est pas pour rien que d'ailleurs dans le code civil de l'époque, on octroie le droit de vote aux femmes. Alors en Europe, on ne connaissait pas. Oui, dans une société musulmane, largement musulmane, c'est quand même assez. C'était une révolution. Mais il y a quand même une limite, c'est quand même au niveau de l'agriculture. Enfin, il se heurte quand même un peu à ces clans un petit peu féodaux. Enfin, il y a encore des grands propriétaires, tout ça. Donc ça, c'est peut-être un peu difficile. Je peux ajouter quelque chose là. C'est les beys. Les beys, c'était les grands propriétaires en Albanie. Quand le roi Zog, à l'époque,
président de la République, avait proposé la réforme agraire. La plupart, à part 2, la plupart n'ont pas voulu accepter cette réforme. Il y avait mon père qui était, évidemment, qui avait des propriétés, plus que son frère d'ailleurs, il était l'aîné de la famille, et puis un autre bey, dont je ne connais pas le nom, ils ont donné. Ils ont voté pour, et mon père, moi j'ai des documents, il a donné quelques propriétés aux paysans. Et malheureusement, la réforme n'a pas été acceptée même au Parlement. Parce que les grands beys, comme vous dites, oui, il y avait les chefs de clan, là, force encore qui ne voulaient pas faire une réforme agraire qui aurait, évidemment, qui les aurait dépossédés de leur... Elle n'est pas passée, malheureusement. Mais sinon, il y a déjà des constructions de routes, d'hôpitaux, il a fait tout. Déjà qui étaient des écoles. Absolument, on assiste véritablement, et d'ailleurs tous les auteurs qui ont étudié l'histoire de l'Albanie et notamment la période du règne du roi Zog le reconnaissent. C'est une période de grand développement à tout point de vue, dans la construction, dans la modernisation du réseau routier. Vous savez, on circulait en Albanie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pays tout de même fort montagneux. Eh bien, une société italienne exploitait les lignes aériennes qui reliaient les villes entre elles. Vous savez, on est aujourd'hui en 2019 et encore il n'y a pas de trafic aérien entre les villes albanaises. Alors qu'on est 100 ans en arrière, le roi Zog de son temps donc avait installé des lignes aériennes entre la capitale et les villes principales du pays. Et alors aujourd'hui, est-ce que c'est une figure qui a été réhabilitée? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des opposants? Enfin, dans l'actuelle Albanie, quelle est l'image du roi Zog? Je crois que sa figure, en tout cas son héritage et toute son œuvre a été reconnue et réhabilitée. Vous savez, pendant toute la période du régime communiste, on a dit un tas de choses qui étaient totalement mensongères à son encontre et à son sujet, parce que les communistes évidemment voulaient légitimer leur système, leur dictature, etc. Donc tout ce qui était précédent aux communistes, ou tout ce qui était contraire à leur système dictatorial était par définition mauvais. Donc forcément, leur bête noire, c'était le roi Zog et son fils, le roi Leka. Mais ensuite, après les changements, ça a mis du temps. Après la chute du mur de Berlin et les changements démocratiques ou pseudo-démocratiques en Albanie au début des années 90, c'était compliqué. Parce qu'il y avait un héritage de tout cet endoctrinement communiste. C'était un pays fermé, donc les gens n'avaient pas... Donc il y avait même ceux qui se prétendaient être les plus grands démocrates ou les plus grands, disons, libéraux, entre guillemets, eh bien, eux aussi avaient des pensées ou une construction de l'esprit qui était un héritage de la dictature et de l'idéologie communiste. Donc ils ne pouvaient pas accepter à ce moment-là de réhabiliter le roi Zog. Mais par après... Le roi Zog a réellement été réhabilité parce que son œuvre a été reconnue. Les cendres du roi Zog qui reposaient à Paris, au cimetière de Thiers, ont été rapatriées en Albanie 2012, en 2012 avec une cérémonie officielle. Donc c'était un monument du roi Zog a été érigé en plein centre de Tirana. Le boulevard principal porte son nom, etc. Donc son œuvre et sa personnalité ont été en quelque sorte réhabilité. Effectivement. Alors on va faire une petite pause musicale justement qui va nous ramener à de l'histoire, puisque nous allons entendre 2 documents historiques. D'abord, un court extrait d'un discours du roi Zog en 1931. Vous allez me traduire ce qu'il raconte. Il y a question d'Albanie, parce que j'ai entendu Squiperia ou quelque chose comme ça. Donc il y a de l'Albanie dans l'affaire. Et ensuite, un extrait des actualités cinématographiques à l'occasion du mariage du roi, donc avec Géraldine Apponyi en 1938. Konstatoj, të vështroj me sytë e mi, hapat e thata që ushtria shqiptare ban, kundrejt disiplinës edhe kundrejt përparimit. Të i bërtit, rroft ushtria armate, rroft fuqia armate e kombit shqiptare.
Tirana, capitale de l'Albanie, est en liesse. Le roi Zogu Ier épouse la comtesse hongroise Géraldine Apponyi. Le comte Chano est témoin du roi. La réception dans les jardins de la résidence royale. La cérémonie du mariage civil a lieu dans la salle d'honneur du palais. Le mariage religieux ne peut être célébré, le souverain est musulman et la reine chrétienne. Se rendre à Durazzo, puis en Hongrie. Avant leur départ, ils passent en revue les troupes albanaises. Plongé dans l'histoire, Skander Zogu, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Vous êtes né en 1933, donc vous aviez 5 ans. Est-ce que vous avez des images de ce mariage donc du roi Zogu? Je me souviens, ma sœur et moi, nous vivions à part de notre père parce que nous avions perdu notre mère. Et notre gouvernante nous a amenés au palais royal à Tirana, juste pendant quelques minutes, saluer leur majesté, le roi Zogu Ier et la reine Géraldine. Et ça a été pour nous un conte de fées, même pour le peuple. J'ai cette vague idée. Mais on n'a pas assisté à toute la cérémonie parce que nous étions petits. Et je me souviens, souvent, nous allions les voir une fois par mois. On habitait près d'eux, avec les princesses. Et oui, parce que le roi Zogu avait 4 sœurs. Il avait 6 sœurs. 6 sœurs même, voilà, qui étaient très proches de lui et qu'on voit souvent sur les photos, enfin l'entourant. Très modernisé. Oui, fumant des cigarettes comme lui d'ailleurs, parce que lui fumait 150 cigarettes par jour, je crois. Je crois que son fils l'a dépassé. Le roi Neka fumait. Oui, c'était... Bon, c'est pas un exemple à suivre pour cela. Non. Et donc on a toujours été avec les princesses. Mon père s'était remarié pour la 4e fois et il vivait à Tirana, à côté du palais, il n'était pas loin. On le voyait une fois de temps en temps, mais nous on ne savait pas, ma soeur et moi. Donc vous étiez élevé avec une gouvernante allemande. D'accord. Et donc vous voyiez le roi de temps en temps, une fois par mois, enfin de temps en temps. On le voyait souvent, surtout en été, quand on allait à Durazzo. Et quel genre d'homme c'était alors C'était un homme très gentil, très généreux, je dirais, et très clairvoyant. Évidemment, nous, à cet âge-là, on ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que c'était la royauté, mais il nous prenait sur ses genoux et il nous racontait des histoires albanaises. Un jour, ma sœur lui demande, elle a vu la mer. Nous étions à Durazzo dans sa villa. Et elle lui dit, mais, Majesté, on lui disait, Majesté, la gouvernante nous avait bien éduqués. Il dit, Majesté, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mer, là? Il y a la mer. Il lui dit, ça je me rappelle, il dit, ma fille, au-delà de la mer, il n'y a que le danger. Bon, on ne savait pas. Et il dit, au-delà de ces montagnes, il dit encore, là, on a perdu nos terres. Non, il disait, bon, la gouvernante nous a expliqué. Il voulait dire l'Italie, et de l'autre côté, il y avait le Kosovo, qu'on avait perdu. Et c'est curieux, je jouais en tant qu'enfant avec mes soldats de plomb par terre. Et je demandais à la gouvernante un jour, quand est-ce qu'on va retourner à Durrës, à la plage là?
elle m'a dit, mon pauvre, on m'appelait Boubi, moi. Boubi en allemand, c'est petit garçon. Le roi Zog, la reine Géraldine, toutes les princesses m'appelaient toujours Boubi. Donc, elle m'a dit, mon petit Boubi, je pense que tu n'iras plus à la plage. Et un beau jour, quelques jours après, à 4h ou 5h du matin, notre père est venu nous prendre. Et nous sommes partis. C'était le débarquement italien. Italien. Enfin. Le 7, nous sommes partis le 7 avril, le jour que les Italiens débarquaient à Dulles. Et nous sommes partis vers... En 39, donc. En 39, oui. Vers... nous sommes allés vers le sud pour passer à Skoup, c'est Skoutari, je crois. Skopje en Macédoine. Vers la Macédoine actuelle. Oui. Et nous sommes arrivés, tout un convoi, et de là, nous ne sommes pas restés quelque temps. On va reparler de ça après, mais peut-être on peut reparler justement de cette influence italienne, alors, parce que, effectivement, peut-être l'erreur enfin, je ne sais pas si c'est une erreur, en tout cas, l'imprudence du roi Zog, ça a été de se mettre quand même entre les mains des financiers italiens et de Mussolini, d'une certaine manière, qui lui a promis une aide, mais qui l'aide n'était pas gratuite. Aucun État européen voulait aider l'Albanie, disons. C'est pas la question du roi Zog. Non. Et l'Italie était le seul pays qui était intéressé. Et je crois qu'il faut qu'on en... Il n'y avait pas d'autres moyens de... Parce que alors je rappelle peut-être qui sont mes interlocuteurs, parce qu'il faut le redire de temps en temps à la télé. Donc Skander Zogu, qui est le neveu du roi Zog Ier d'Albanie, qui est donc né en 1933 en Albanie, enfin qui a vécu ses premières années en Albanie, et Suleiman Guyana, qui est donc l'ancien président du Parti de la Légalité, donc qui est parti royaliste albanais, et qui va nous reparler de l'Italie pas seulement en Albanie, royaliste, d'ailleurs le parti n'est pas seulement royaliste. Non. Mais vous savez, à l'époque, c'est vrai, vous mentionnez peut-être à vos yeux et aux yeux de beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'Albanie, l'imprudence du roi Zog pour s'être tourné vers l'Italie de Mussolini. Moi, je m'en réfère notamment et presque exclusivement aux actes juridiques. Vous savez, lorsque l'Albanie a déclaré son indépendance, qui a été reconnue en 1913 par les grandes puissances de l'époque, lors de la conférence des ambassadeurs, et surtout à la conférence de paix de 1919 à Paris, après la Première Guerre mondiale, ce sont les grandes puissances européennes qui donnent à l'Italie exclusivement une sorte de patronage. Presque de protectorat, enfin. Je ne veux pas dire de protectorat, parce que là, on rentre dans une terminologie juridique qui porte. Voilà. Mais c'est presque un patronage. Et c'est écrit dans les actes de l'époque. Donc le roi Zog, lorsqu'il vient au pouvoir, il n'a d'autre choix que de se tourner vers les Italiens, parce que les autres disent c'est pas notre chasse gardée, c'est celle des Italiens, et ça a été reconnu. À l'époque, l'Italie possédait un certain nombre de territoires aussi en Dalmatie, enfin dans l'actuelle Croatie, comme Zagreb, pas Zagreb, Dubrovnik, Zadar, etc. Voilà. Donc, donc c'est vrai qu'il y avait une certaine logique. Et donc, on en revient à cette situation où le roi Zog n'a presque pas d'autre choix, même s'il tente à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il rompt les relations avec l'Italie en 1931, et l'Albanie traverse une période très difficile de 1931 à 1934, et dont personne ne parle, ou très peu s'intéresse à cet épisode où l'Italie envoie ses navires de guerre à Dulles. Et donc c'est seulement lorsque le roi Zog, à travers son ambassade à Londres, alerte le gouvernement anglais, que les Anglais décident de mettre en œuvre des mesures dissuasives, disons, parce qu'ils envoient leurs navires de guerre pour protéger les territoires albanais. Et on est en 1934. Donc cet épisode-là nous laisse comprendre que le roi Zog n'avait pas d'autre choix. C'était presque le mal nécessaire et imposé par, de toute manière, par les autres grandes puissances. Et vous savez, aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai qu'on peut dire des choses, et beaucoup de choses d'ailleurs, sur Mussolini, sur Hitler, sur ces dictateurs fascistes et nazistes. Mais, en fin de compte,
Ce sont les grandes puissances de l'époque, les grands États européens qui les ont soutenus jusque lorsqu'ils ont déclaré la guerre et qu'ils ont tapé dessus. Hein. Ils ont manqué si de fermeté. Chamberlain, ce qu'il disait sur Hitler et sur Mussolini, ou même les Français, je m'excuse de vous le dire, de fermeté, mais c'était, il les courtisait, il les courtisait, et ce n'était pas du tout à l'époque mal vu de fréquenter Mussolini ou Hitler. Au contraire, on se battait à leur porte pour être reçu par et pour la France d'ailleurs, là. il y avait aussi l'idée que en continuant à s'allier à Mussolini, il ne s'allierait pas à Hitler. Ça a été aussi une partie de la politique française qui pouvait être valable jusqu'à un certain point. Bon, parce que effectivement, mais bon, c'est vrai qu'on a du coup accepté que Mussolini envahisse l'Éthiopie, la Libye, et puis l'Albanie. Personne ne réagit d'ailleurs. Personne ne réagit lorsque l'on entend les déclarations qui sont faites et même les actes qui sont posés à l'aube de l'invasion fasciste du 7 avril 1939. Et même le lendemain, lorsque le roi Zog s'adresse à la Société des Nations, je dispose des documents d'archives originaux. Vous savez ce qu'on répond ? On répond, votre lettre est arrivée avec retard, nous n'étions pas au courant. Écoutez... Enfin, c'est à la même époque que l'Autriche a été envahie. Absolument, il y a eu l'Anschluss, et tout le monde l'a fermé parce qu'il fallait pas froisser Hitler et Mussolini, alors qu'ils ne comprenaient pas que c'était les deux plus grands dangers de l'Europe pour l'époque. On l'a découvert trop tard. Trop tard, malheureusement. Donc revenons peut-être à l'histoire. Vous me dites que donc en 1939, vous quittez votre pays, vous avez 6 ans là. J'ai 6 ans, et du coup, ça a dû être... quels sont vos souvenirs vraiment de cet exode, on peut dire enfin... Nous pensions, mon soeur et moi, d'abord, on découvre nos frères et nos sœurs. Oui, parce que votre père s'est marié 4 fois, donc du coup, on a des... Ma sœur, c'était sa 3e femme qui est décédée. D'accord. Et ma mère, c'était sa 4e femme, sa 3e femme. Et vous avez un demi-frère en fait aussi. Non, j'ai un demi-frère et j'avais 2 demi-sœurs en plus. Voilà. Non, j'avais 2 demi-frères parce que mon petit frère, il est mort à Istanbul, un petit frère. Aussi, donc nous découvrons une autre famille. On nous dit, voilà ta mère. Tout le monde se retrouve on est ensemble et on dit, ça c'est votre mère. Et ça, c'est votre père. Le père, on connaissait, on le voyait une fois de temps en temps, mais notre mère, qui nous a élevés, sa dernière épouse, et qui était beaucoup plus jeune que lui, c'était une jeune fille d'Elbasan. La Seconde Guerre mondiale ou l'invasion italienne a presque été salutaire pour votre famille. Du coup, ça vous a regroupé, vous avez pu... Ça nous a regroupé, mais dans des conditions, vous savez, quand on est enfant... Ça n'a pas dû être facile, oui. Et ça a duré quelque temps, ça. Donc nous partons la nuit. Le matin, rien, avec une petite valise, tout ça, et on part. Après, là où on découvre la vraie famille, c'est à Istanbul. Quand nous arrivons, le roi Zog est à Istanbul, déjà, avant nous. Et notre père ne veut pas suivre la famille royale pour aller en Europe. Oui. Il veut rester à Istanbul. Parce qu'il connaît bien Istanbul, il a beaucoup d'amis, des anciens députés qu'il connaît, et le roi lui dit d'accord, mais mon père lui demande aide financière. Et c'est le roi Zog qui nous a élevés jusqu'à, disons, 1955. Oui. Il a soutenu, nous a éduqués. Il y a toute sa famille, parce qu'il y avait ses sœurs, il y avait tout ça en plus. Oui. Il avait, donc c'est... Le roi Zog, notre père est décédé en 1944 à Istanbul. Il nous a laissés. Et c'est le roi Zog, après, en 1947, a décidé de nous prendre en Égypte. Je voulais juste ajouter quelque chose. Pour le temps des Italiens, il ne faut pas oublier que le roi Zog a chassé les Italiens qui détenaient une base à Sazan. Oui, Sazan et à Vlora, c'est lui aussi qui a... Et ça, il a réussi. Après la Première Guerre mondiale. Oui. Ça. Donc, ça. Je voudrais encore ajouter autre chose, qui est beaucoup plus important. Je crois que des mouvements se créent. En France, il y a un mouvement qui s'est créé, c'était le gaullisme.
Mhm. En Turquie, le mouvement qui s'est créé, c'était le kémalisme. Et chez nous, le mouvement qui s'est créé dans la population, d'ailleurs, notre ami Suleiman peut en parler, c'est le zoguisme. C'est-à-dire, c'est l'idée d'un pouvoir quand même fort, Pour mais le en même peuple, temps national, quoi. Enfin, national. C'était le nationaliste, zoguisme. pourrait-on dire. Oui, Oui, enfin, bon, c'était. parce que c'est un gros mot, mais enfin, on peut Non, le dire quand même. Le zoguisme chez nous, ça a été la meilleure période pour le peuple albanais. Les anciens nous le diront, leurs enfants découvrent aujourd'hui. Donc, qui est immortel le zoguisme. Bon, les partis politiques peuvent disparaître. Vous savez, les partis politiques, bon, ils ont un rôle à jouer. C'est comme le gaullisme en France. Pas mourir. Le gaullisme, bon. Ça dépasse le Et cadre. vous pensez donc, Suleiman, qu'encore aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, enfin que ce programme à la fois des développements de modernisation, de laïcité, tout ça, enfin ça veut dire que ça a été repris ou plus ou moins par certains partis ou... Mais c'est pas une question d'être repris par certains partis. Évidemment, vous avez certains partis qui s'en inspirent ou un descendant direct de ce mouvement qui a été créé par le roi Zog, qui est évidemment le parti de la légalité. Mais je crois que, comme le disait très bien M. Zogou, le zoguisme dépasse le cadre de parti politique. Le zoguisme est un mouvement ou une aspiration d'un peuple qui souhaite vivre libre, indépendant, qui souhaite vivre uni, qui souhaite être tranquille, ne pas être embêté par les prétentions de ses voisins ou d'autres puissances qui veulent s'approprier ces territoires ou ces richesses. C'est véritablement un idéal aussi de création d'une nation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Albanais, même si effectivement sont tous parlent tous la même langue et ont presque des coutumes et des traditions similaires, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du pays, finalement, ils avaient toujours été divisés entre eux. Skander parlait tout à l'heure de clans. Effectivement, il y a toujours eu des clans, donc il fallait unir, créer ce sentiment d'appartenance. Est-ce que la religion était aussi une manière de séparer? Il y avait des clans chrétiens, des clans... Au contraire, en Albanie, oui, c'est ça qui est étonnant, oui, notamment du temps du roi Zog, notamment du temps du roi Zog, mais déjà, même sous l'Empire ottoman, il faut le reconnaître, on ne va pas en parler ici, mais déjà sous l'Empire ottoman, il n'y avait absolument pas de problème entre les musulmans, les catholiques et les orthodoxes. Et a fortiori, du temps du roi Zog, cette unité a été encore plus renforcée parce que lui bon, déjà, ce sentiment existait dans la population. Il n'a rien créé, il a simplement consolidé au sein des institutions de l'État cette union et cette harmonie religieuse. Et je crois qu'il s'agit d'un véritable exemple à suivre même de nos jours. Mais je pense que c'est aussi l'islam albanais qui est différent peut-être aussi. C'est des confréries, enfin il y a des choses. Quelles sont les... Parce que vous-même vous êtes musulmans tous les deux, je pense. Enfin, bien sûr, mais il y a culture, effectivement. En tout cas, et quelle est la manière de. Enfin, je pense que c'est un islam quand même assez ouvert, enfin tolérant. C'est un islam sunnite. C'est un islam sunnite en Albanie, évidemment. La majorité des Albanais sont sunnites, mais il y a évidemment une grande confrérie Bektashi, qui sont une confrérie, des Alévis. Oui, probablement. Proches. Ce sont le centre d'Albanie. Le centre mondial est en Albanie, d'ailleurs, depuis du temps du roi Zog, d'ailleurs. Quelle est la spécificité de cette... cette confrérie, finalement, elle travaille la terre et distribue, fait que de bienfaisance. Moi, maintenant, je suis laïque, vraiment. Je dirais ils sont plus tolérants que nous. Ils sont beaucoup plus tolérants parce que d'abord, eux, ils ne se marient pas, les Hodj, les imams.
leurs prêtres ne se C'est marient presque pas. c'est presque des moines. Hein. Enfin, c'est Des presque moines, presque. Enfin, on va un ordre va monastique, pas en un peu, faire non. le Non. centre de notre... Non, mais c'est intéressant parce que justement, cette confrérie... comme l'islam est quelque chose d'important en France aujourd'hui, de comprendre que l'islam n'est pas unique, n'est pas unifié. Cette confrérie est en fait à mi-chemin entre l'islam sunnite et les autres grandes religions monothéistes. Moi, je le décris, je le comprends de cette manière. Je les comprends de cette manière. Nous avons beaucoup d'amis, notamment leur grand Baba, donc le grand prêtre de cette confrérie, qui est un ami. Derviches, ce sont comme les derviches. C'est proche des soufis, enfin, c'est proche du soufisme. Absolument. Voilà. Et la plupart de nos grands hommes, écrivains, hommes politiques, sont des Bektachis aussi. Et donc, la plupart. Oui, c'est vrai. Donc, nous avons dans la famille des frères Chely qui ont été les architectes, en quelque sorte, du mouvement d'indépendance à la fin du 19e siècle, encore sous l'Empire ottoman, appartenaient tous à cette confrérie. Cela étant dit, le roi Zog a harmonisé et a institutionnalisé l'union entre les différentes religions dans le pays. Et c'est pas pour rien aussi. Je tiens à le mentionner que déjà dans les années 30, l'Albanie royale avait décrété un certain nombre de lois, enfin, oui, c'est vrai, c'était des décrets royaux qui avaient force de loi pour protéger les Juifs qui s'exilaient en Albanie. D'ailleurs, le roi a eu le statut de juste, je crois. Il n'a pas encore eu Yad Vashem, mais il est inscrit et donc voilà. Il fait partie de la procédure. Et d'ailleurs, nous suivons le dossier depuis un certain nombre d'années. Quoi qu'il en soit, donc déjà à l'époque, le roi Zog avait donné instruction à toutes les légations d'Albanie de fournir des visas sans aucune autre formalité et même des passeports à ceux qui n'auraient pas, aux Juifs qui ne seraient pas en disposition de visa de passeport pour voyager. Donc les légations albanaises leur fournissaient immédiatement un visa pour se rendre en Albanie ou même un passeport albanais pour leur permettre de rejoindre l'Albanie et de s'y exiler pour vivre en paix dans un territoire, alors qu'ailleurs en Europe, ils étaient pourchassés, ou en tout cas, ils étaient déjà inquiétés au début des années 30. Donc c'est encore un signe, je crois, évident de cette volonté. Vous êtes un peuple tolérant au niveau religieux, en tout cas. Parce qu'il a quand même fait quelque chose. On avait le canon, nous. Le canon, c'était la loi ancienne, des anciens. Et lui, dans le canon, il y avait une clause qui permettait de se venger. Un peu. La vendetta. La vendetta. Oui. Et il a promulgué une loi arrêtant. Oui. Ce qui permettait de se faire justice soi-même, en quelque sorte. Il y avait beaucoup de... Mais ça, c'est resté encore un petit peu dans la mentalité albanaise, non? Oui, mais et d'ailleurs, après, écoutez, ces dernières années, c'est pas seulement resté dans la mentalité, je crois qu'il y a une recrudescence de la vendetta. Parce que vous savez pourquoi? Parce que quand il y a un manque d'État, évidemment... Oui, si l'État ne rend pas justice... Du temps du roi Zog, à l'époque, il n'était pas nécessaire de se rendre justice soi-même, puisque c'était les institutions fonctionnaient et... Alors on va peut-être simplement, avant de continuer sur la période de l'exil, du communisme, etc., on va quand même parler un petit peu du mariage de roi Zog avec Géraldine Apponyi, parce que c'est quand même un moment de grâce, je dirais, dans l'histoire de l'Albanie. D'abord parce que la reine Géraldine était extrêmement belle. Moi je l'ai connue vieille dame, mais enfin elle était encore très 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 belle, avec des yeux extraordinaires, etc. Comment ça s'était passé cette rencontre alors où vous avez... des secrets à nous révéler? Des secrets, non. Ses sœurs, principalement la princesse Sénier et Muséenne, ces deux sœurs étaient chargées de se documenter, je dirais, de voir quelle épouse
le roi Zog peut avoir. Parce que c'est un célibataire un peu endurci, là. Oui, il était célibataire endurci. Et ils sont allés, je ne sais pas s'ils sont allés à Vienne, et on leur a montré des photos des comtesses, des princesses. C'est dans une revue. Dans une revue même. Où ils ont vu. La comtesse Géraldine faisait la une. Comtesse Géraldine à Poitiers. Oui, parce qu'elle était très jeune, elle avait 20 ans, quoi. Enfin, ou 25 ans. Donc, ils ont montré la photo. Il a regardé la photo, il m'a dit, elle me plaît. Comme ça. On le comprend, remarquez, parce qu'elle était jolie. On va l'inviter. Donc, ils l'ont invité. Il a passé, je crois, quelques mois là. Et puis, ils sont tombés amoureux. Comme ça, vraiment, tous les deux. Oui, c'était pas un mariage arrangé. Non, c'était pas un mariage. Elle était consentante. Et l'Italie fasciste essayait surtout que le roi Zog épouse une Italienne. Oui. Ils avaient proposé des candidats. Une princesse italienne. Mais lui refusait, justement d'ailleurs. Et ce mariage après, j'ai vécu les périodes les plus difficiles qu'ils ont traversées pendant toutes ces années d'exil. Et ce couple est resté toujours illuminé. Parce que finalement, ça a été un mariage difficile. Pour elle, elle a été reine 1 an pratiquement. Elle a eu un enfant qui est né en plus 2 jours avant l'invasion allemande, l'invasion italienne. Donc ça a été quand même tragique pour elle. Et donc en exil, oui, le couple est resté très, très soudé. Très soudé. Et elle fascinait tout le monde. Elle avait une culture très élevée. Donc elle était autrichienne d'origine. Hongroise. Elle était une catholique. Et américaine par sa mère, je crois. Américaine par sa mère, très religieuse. Et je crois que ces mariages mixtes font du bien parfois. C'est vrai, comme le dit Skander, la reine Géraldine a aussi été pour les Albanais, et elle a tout de suite su assumer son rôle de reine et su assumer le poids qui pesait sur ses épaules de par son rôle d'épouse du roi Zog et de reine des Albanais. Parce que si nous revenons dans le contexte de l'époque, dans un pays à majorité musulmane, une reine catholique pratiquante, c'était très pratiquante. Oui. Je l'ai connue personnellement et je sais combien elle était attachée à la messe, combien elle recevait même en Afrique du Sud, dans sa résidence, tous les dimanches, lorsqu'elle ne pouvait plus se déplacer pour aller à l'église, elle recevait un curé ou un évêque. Donc c'était une dame qui attachait énormément d'importance à la foi en Dieu. Elle était catholique, le roi Zog était musulman, la grande majorité des Albanais étaient musulmans, dans un pays qui sort d'une domination ottomane, qui se recherche un peu, qui veut se construire, qui veut s'orienter vers l'Occident, vers la démocratie et vers l'émancipation, qui veut construire une identité nationale. Et donc, elle a joué un rôle très important pendant le court règne d'1 an, durant lequel elle a été la reine en fonction, j'allais dire, avant de prendre les routes de l'exil. Et je crois que elle a su assumer son rôle et son devoir, et même en exil d'ailleurs, en restant très proche du roi Zog jusqu'à sa mort, et en étant aussi une mère exemplaire pour son fils, le roi Léka, parce que elle a été pour beaucoup, elle a fait énormément pour son éducation et pour lui montrer aussi le chemin qu'il doit suivre, notamment à l'époque du régime communiste où l'Albanie était une dictature sanguinaire, et le roi Léka représentait en quelque sorte la seule alternative à cette dictature communiste. Donc sa mère a inspiré énormément les Albanais et a été un exemple, et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles nous devons reconnaître que même le dictateur Enver Hoxha, qui n'a
il ne s'est jamais gêné de dire, mais alors les plus grandes insanités sur le roi Zog et le roi Léka, n'a jamais osé prononcer le nom de la reine Géraldine. Dans aucun de ses discours, dans aucun de ses textes, elle n'est mentionnée. C'est évidemment, je crois aussi, au-delà du respect qu'il avait pour cette un calcul politique, peut-être, pour cette figure, je crois aussi que c'était dû aux lois traditionnelles albanaises où on ne touche pas à l'épouse de son plus grand adversaire, même pas prononcer ou ne dire aucune insanité à son encontre, autrement on risque les pires conséquences. On va justement, on va faire une petite pause musicale parce que nous arrivons donc cette parenthèse sombre pour l'Albanie du communisme entre 44 et 91, et donc on va écouter une petite musique donc de la période qui va nous replonger dans cette période communiste. Une chanson de propagande de 1982, hein, on n'imagine pas, c'est quand même récent, 1982, et une chanson d'une certaine Marina Grabovari, qui apparemment est toujours une chanteuse relativement connue en Albanie, en tout cas. Oui, tous ces personnages qui ont fait l'éloge. Voilà, et donc c'était une chanson qui était alors le hit parade, si on peut dire, à Tirana en 1982, et qui dit c'est un berceau sur les barricades, mon père avait mis mon berceau sur les barricades, nous sommes communistes, nous sommes les compagnons d'Enfer-Hoxha, etc. Voilà. Bon, enfin, c'était pour nous mettre un peu dans l'ambiance et donc parler de cette période. Donc, puisque à partir de 1939, on a vu l'Albanie était envahie par les Italiens. Ensuite, il y a une occupation allemande. Oui. Et puis, les communistes, donc, qui étaient une des factions donc de la résistance, va prendre le pouvoir comme en Yougoslavie voisine, hein, avec Tito. Et donc, un certain Enver Hoxha donc, va être l'homme fort de cette Albanie jusqu'au milieu des années 80, puisqu'il va mourir un peu avant 85. Voilà, donc avant
après avoir été un petit peu d'ailleurs, enfin il avait un peu perdu la tête vers la fin. On voit qu'il y a des enregistrements où il ne sait plus bien quelle année il est. C'est son épouse, Nejmi Hoxha, qui dirigeait le pays. Et donc d'ailleurs son épouse qui est toujours vivante, qui est toujours vivante, voilà. Donc qui c'était ce personnage Enver Hoxha? Alors on peut peut-être rappeler qui il était. Il a fait ses études au fameux lycée d'Elbasan. De Korça, donc il a fait... à Elbasan, il y a une école. Il était francophone en tout cas, enfin il était même professeur de français, je crois. Il est venu en France, excusez-moi, pour rien. L'État albanais lui avait accordé une bourse. Il est allé d'abord, je crois, à Grenoble. Il n'a rien fait à Grenoble, il est venu à Paris. Il a eu des contacts avec le Parti communiste français. D'après ce qu'il prétend dans ce mémoire officiel, mais c'est totalement faux, parce qu'il n'y a absolument aucune archive qui prouve. Oui, on avait cherché il y a quelques années, je me souviens, même il n'y avait pas de fiche de police, ni quoi que ce soit. Il devait plutôt écumer les bistrots. J'ai fait moi-même un certain nombre de recherches et je dispose de certains Et il faisait quand même des articles anti-zoguistes contre le régime. Non, c'est totalement... Non, c'est une illusion, en fait, c'était presque... C'est une histoire qui a été construite par la propagande officielle. Après, on lui a réécrit son histoire. Non, mais le roi Zog, je crois, sous l'ordre du roi Zog, il a été nommé secrétaire du consulat, ou je ne sais pas, à Bruxelles, quelque temps. Mais non, je vais compléter pour une période... Mais il a été forcé de retourner. C'est ça. Enfin, et il a été mis professeur. Comme il était francophone, lorsqu'il est rentré en Albanie au milieu des années 30, il a été évidemment pas professeur, mais il était enseignant au lycée de Korça, qui est le lycée français de Korça. Mais pour en revenir à ce que disait M. Zogou, effectivement, c'était un élève médiocre, d'après tous les documents. Donc il s'est inscrit après les études secondaires. Il a eu une bourse de l'État albanais pour poursuivre des études à l'étranger, comme l'a mentionné tout à l'heure Skander. Effectivement, le roi Zog et son gouvernement subventionnaient un certain nombre d'étudiants pour qu'ils poursuivent des études à l'étranger et rentrer en Albanie afin de contribuer à la construction de l'État et d'occuper des fonctions dans les postes dans l'administration. L'idée étant que Enver Hoxha bénéficie donc d'une bourse à travers des contacts de sa famille avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministre lui-même de l'époque. Et il débarque en France, à l'université de Toulouse, où il est un étudiant médiocre, après 3 ans d'échecs, et je dispose même dans mes archives, j'ai pu retrouver les résultats qu'il obtenait aux examens. Et les références ou les notes que mettaient les professeurs de l'université pour dire que valait cet étudiant-là. Bon, comme il échoue, il débarque à Paris, et puis de Paris, il est en contact avec un monsieur qui est à Anvers, et qui est un ami de l'ambassadeur albanais de Paris, qui était aussi l'ambassadeur albanais, qui couvrait également la Belgique. Donc il contacte ce monsieur, et ce monsieur vient d'être nommé consul honoraire d'Albanie pour Anvers, et donc Enver Hoxha va travailler quelques mois comme secrétaire privé de ce monsieur. Il n'a jamais... C'est une histoire montée de toutes pièces par la propagande communiste, et même après d'ailleurs, après la chute du régime communiste, pour lui donner soi-disant une carrure héroïque, en disant voilà le sauveur qui a été au service de l'administration albanaise et du roi Zog. Un jour s'est réveillé et s'est dit non, je ne peux plus travailler pour ce monsieur. Totalement faux. Arrêtons de parler de la biographie de ce personnage funeste, mais bon, l'Albanie quand même, pendant ces 30 ans ou 40 ans, c'est un point noir sur la carte de l'Europe. Enfin, c'est un pays qui est complètement fermé, on ne pouvait pas y aller pratiquement. Pays isolé. Donc comment vivait-on? Est-ce qu'il y avait une résistance? Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient de la politique, qui essayaient à l'intérieur même du pays ou pas? Écoutez, l'idée est la suivante. Lorsque
le Parti communiste arrive au pouvoir et Enver Hoxha prend le pouvoir en 1944, début 45. Il est soutenu par les Yougoslaves de l'époque. C'est eux qui ont créé le Parti communiste. C'est eux qui ont créé le Parti communiste en Albanie. Lui, il n'y connaissait rien. D'ailleurs, il n'était même pas membre des petites cellules communistes qui existaient d'ailleurs du temps du roi Zog. Il y avait des petites cellules qui avaient leur propre journal parce qu'il y avait une certaine liberté dans le pays. Et la presse était totalement libre. Donc, ces petites cellules communistes avaient leur petit journal. Et lui n'était pas membre de ces petites organisations. C'était un peu à la mode à l'époque. Vous savez, on est à la fin des années 30. C'était à la mode partout en Europe. Et donc, lui ne faisait même pas partie de ces petites organisations. Mais les Yougoslaves, lorsqu'ils créent alors le Parti communiste en Albanie, le consolident pendant la guerre, surtout après l'attaque des Allemands sur les Russes, parce que jusque-là, il y avait ce fameux pacte Molotov-Ribbentrop, et donc les nazis étaient alliés aux soviétiques. Mais lorsqu'ils se tapent dessus, alors là, ils se disent, attends, maintenant, il faut qu'on crée nos cellules dans les différents partis. Et dans les Balkans, en Albanie notamment. Puis l'Albanie faisait partie du lot de Yalta, c'est ça. Côté soviétique. Oui, ils l'ont attribué à ce camp-là. Ils l'ont attribué à ce c'était camp. Pas absolument, c'était moins net que pour d'autres pays, mais enfin... Et donc, et à Téhéran aussi d'ailleurs. Mais enfin, l'idée est la suivante, quand Enver Hoxha prend le pouvoir, il n'a absolument aucune légitimité en quelque sorte. Il n'a pas été élu. Ah non, et donc son but est de ne pas être gêné dans ses objectifs. Et l'un de ses objectifs était de servir les intérêts yougoslaves, parce que c'est eux qui l'avaient mis à la tête du parti. Mais il y avait même l'idée d'ailleurs que l'Albanie fasse partie de la Yougoslavie. Une septième république. Voilà, la septième république yougoslave, c'était du temps d'Enver Hoxha, au début, de 45 à 48. Donc qu'est-ce qu'il a fait les premières années? Il a massacré, et son régime a massacré tout ce clan, en fait, cet appareil de l'État dictatorial communiste qui venait de s'installer en Albanie, a massacré tous les Albanais qui étaient contestataires ou qui ne correspondaient pas au profil ou qui n'étaient pas des communistes comme eux ou qui, en tout cas, contestaient ce pouvoir dictatorial parce qu'ils avaient connu pendant 15 ans du règne du roi Zog une liberté. Ils avaient connu tout de même des régimes différents, des gouvernements différents, et ils ne voulaient pas revenir. Ils voulaient pas revenir à un état des choses qui était totalement contraire à leurs aspirations. Donc il a, pendant toutes ces années de 45 ans de règne en quelque sorte, Enver Hoxha a massacré un grand nombre d'Albanais. Il y a eu plus de 6500 fusillés, il y a eu près de 50 000 prisonniers politiques, et donc ils vivaient ou des prisonniers ou des condamnés au camp de concentration. C'était des camps de rééducation. Donc sur une population qui à peine 800 000, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale ne comptait pas plus de 800 000 citoyens. C'est énorme. Des femmes, des enfants qui ont péri dans des camps de concentration pendant ça, c'est pas connu du tout. C'est pas connu. Et donc, Enver Hoxha, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et son régime, et tous ces sbires qui ont travaillé pour lui et qui aujourd'hui se prétendent être des grands démocrates, mais peu importe, pendant qu'ils étaient au pouvoir, ce qu'ils ont fait, c'est il fallait absolument couper la population du reste du monde parce qu'ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passe à l'étranger. Ils devaient croire, vous savez, au début des années 90, lorsque nous sommes allés pour la première fois en Albanie, ces gens croyaient qu'ils vivaient le mieux que tout le monde. Oui, tout était vous savez, coupé. Ils pensaient, parce qu'on leur passait parfois à la télévision publique, la seule chaîne qui existait du temps de la dictature communiste, on leur passait parfois des manifestations. Vous savez, en France, il y a souvent des mouvements de manifestation. Ou des clochards dans la rue. Et alors, on leur passait en boucle en leur disant, regardez comment vivent la population. Comme ça, c'est comme ça que les gens vivent à Paris, à Berlin, à Washington, à Londres. C'est comme ça qu'ils vivent. Alors, quand il y avait des grèves ou des manifestations, regardez les ouvriers qui sont exploités, qui s'élèvent, et nous,
notre régime donne tous les droits et la liberté au peuple albanais, à ses ouvriers, à sa classe ouvrière et paysanne, etc. C'était une utopie. Et les gens y ont cru après 45 ans. Mais alors, il y avait une chose qui n'a jamais existé nulle part, c'est l'athéisme officiel. C'est-à-dire que la religion a été interdite à partir des années 60. Alors, parce que la seule religion devait être la religion... Mais personne n'avait jamais fait ça encore, même en URSS. Non. Mais la seule religion pour Enver Hoxha et pour son régime... Donc les églises étaient fermées, les temples et les mosquées... Non seulement fermées, mais détruites. Oui. On en a fait des salles de sport, des églises, des mosquées, on en a fait parfois des toilettes publiques pour humilier ceux qui continuaient encore, les plus anciens, qui continuaient encore de pratiquer leur foi. Et donc, ils ont voulu créer, effectivement, en déclarant l'Albanie le premier État athée au monde, et le seul d'ailleurs, de tout temps, jusqu'à nos jours, il a voulu forcer les Albanais à ne croire qu'en son parti. Et d'ailleurs, l'un des objectifs d'Enver Hoxha, de son gouvernement, de son parti, et de cette dictature, c'était de créer, c'était un objectif affiché, de créer l'homme nouveau. Oui, un homme nouveau. Et donc, même la brave dame que l'on a entendu chanter tout à l'heure... L'homno soviéticus. Oui, absolument. Elle fait un hymne à cet homme nouveau. Et elle est elle-même un produit de cette... Elle est née sur les barricades, alors. Elle est elle-même un produit de cette politique-là. C'était incroyable. Alors revenons sur l'exil, parce qu'on est presque à la fin, donc évidemment il aurait fallu rester des heures et des heures, mais parlons quand même d'un épisode qui est mal connu, qui est la tentative de débarquement anglo-américain, enfin en tout cas... c'est ce qu'on appelle le projet Valuable en 49-52, qui a été la grande trahison, trahi par Kim Philby, le fameux Kim Philby. Alors c'était quoi ce programme, ce projet? Ce programme, c'était d'essayer de déstabiliser le régime communiste, d'infiltrer le pays par des commandos albanais formés par les Anglo-Américains. Et Philby était le chef de cette opération. Ah oui, donc il a évidemment tout. Donc il a fourni les renseignements aux soviétiques, qui ont évidemment averti le régime communiste. Ça a été quand même quelque chose de malheureux, parce que ces gens-là ont donné leur vie. Parce que c'est des gars qui débarquaient clandestinement. Ils étaient parachutés. Ils étaient parachutés, d'ailleurs. Nous, ici en France, on a une famille, chef de famille, c'était Halil Nergouti qui est décédé. Lui a eu la chance parce que... Un des seuls à être rescapé. Les pilotes n'étaient pas anglais, c'était des Polonais. Et les Polonais, ces pilotes-là, souvent, ils buvaient beaucoup de vodka. Donc, il est lâché pas au bon endroit, alors. Les Anglais, vous savez, les Anglais ont joué un double jeu dans cette affaire. Il y avait deux missions anglaises, britanniques, disons. Une mission qui a appuyé notre héros à Basse-Koupi contre les Allemands, et surtout c'était ça le but. Et après, quand les communistes se sont approchés, il y avait une autre mission britannique qui aidait Enver Hoxha. En fait, les Anglais ont aidé les communistes. Ils les ont armés. Oui, comme Tito, en Yougoslavie. Évidemment. Contre le roi nos hommes qui étaient là, et les auguistes, les républicains, tous unis, ils n'ont pas eu de l'aide du tout, les Anglais. Bon, ils ont des officiers qui étaient là, et dans ce cas-là, les communistes ont pris le pouvoir en Albanie, mais parce qu'ils ont été appuyés par l'extérieur. Alors, il nous reste plus que 3 minutes, et j'aimerais que pour ces 3 minutes, on parle quand même du roi Léka, qui a quand même incarné cette résistance pendant pratiquement 50 ans. Et puis, c'était l'opposant numéro 1 au régime. Donc c'était votre cousin, vous l'avez bien connu, vous l'avez accompagné. Je pense qu'il a accompli son devoir très bien. Il a fait ce qu'il a pu. Il a toujours cru, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que... Il y a un point qu'on n'a pas soulevé ici. Je parlais du zoguisme. Un des idéaux du zoguisme, c'est le rattachement ou l'union des territoires albanais. Donc le Kosovo et l'Albanie, cette union commence à se faire. Qu'on le veuille ou pas, un jour ça se fera. Ils ont supprimé les frontières actuellement entre l'Albanie
Il y a un rapprochement de... Et il y a une union douanière. Union douanière. Tout ça. Qui est en... Ça, c'était l'idéal aussi du roi Léka, parce que quand il disait l'Albanie ethnique, ça voulait dire la réunion de tous les territoires albanais. Une chose juste de seconde, en Macédoine aujourd'hui, dernière nouvelle que nous avons reçue, il y a 47% de la population est albanaise. Donc, c'est aussi un problème. Mais les Balkans sont un lieu été toujours très problématique. Puisque vous avez évoqué le roi Léka, si vous permettez deux mots. Bon, comme ça, on va terminer là-dessus. Voilà, très bien. Au-delà du fait qu'il était un homme extraordinaire, je crois que pour l'avoir connu de très près, fréquenté, parfois même accompagné dans un certain nombre de ses combats et dans sa mission, finalement, je crois que une chose qui est importante qu'il faut mentionner à son égard, c'est qu'il n'était pas un roi d'opérette. C'était pas un roi de salon. En exil, je veux dire. Parmi ceux qui étaient en exil, il n'aimait pas ça. Il était un roi engagé. Il connaissait le sens de son devoir. Il savait la condition dans laquelle vivait son peuple. Et il se disait, mon but n'est pas d'être roi. Mon but n'est pas de revenir sur le trône, alors que personne ne l'a mentionné de son vivant. C'est triste que l'on ne l'ait pas suffisamment mentionné. Il le répétait à chaque fois. Il disait, mon but n'est pas de revenir sur le trône. Si le peuple albanais souhaite mon retour sur le trône, je suis prêt à assumer mon devoir. Mais mon rôle aujourd'hui est d'offrir au peuple albanais la liberté dont il manque. C'est de le libérer de ce joug dictatorial. Je crois qu'on va terminer. Et je crois qu'il a bien rempli sa mission. Je voudrais dire juste une seconde que le roi Léka a gagné le référendum. Absolument. Oui, il y a eu un référendum, mais bon. Ça a été manipulé. Ça parlait. Bon, je vous remercie tous les deux. Skander Zogu, donc neveu du roi Zog et cousin du roi Léka d'Albanie, et Suleiman Gyana, qui est donc qui était l'ancien président du Parti de la Légalité. On a parlé de l'Albanie aujourd'hui, et je vous remercie tous les deux. On vous remercie. On vous remercie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 26 janvier 2019, diffusée dimanche 3 février de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.